Le coup tordu les amis, on se retrouve pour le 308e épisode du coup tordu. Le coup tordu, ici on parle de vélo, le coup tordu, ici on parle de cyclisme. Le coup tordu, c'est le fameux podcast des passionnés pour les passionnés, des interviews, des previews. On se retrouve dans le coup tordu pour l'analyse de la dernière étape du Critérium du Dauphiné 2025. On va parler également du Tour de Suisse et je suis content, Monsieur Latib est dans le coup tordu. Comment va mon Thibaut ? Eh ben, ça va très bien. Je t'entendais un peu seul dans ton podcast, donc je me suis dit, il est temps de l'accompagner pour la dernière et de faire ton Grégario de luxe. Oh, voilà, plus que là ça va plutôt être moi le Grégario, hein, Thibaut, je te laisse le lead sur cette dernière étape du Critérium du Dauphiné. Thibaut, est-ce qu'il y a un truc un petit peu dans l'actualité vélo qui a retenu ton attention ces dernières heures, ces derniers jours? Il y a fait un petit moment qu'on t'a pas entendu dans le podcast, je sais pas, les trois wildcards du CI pour 2026, enfin les trois pro teams, les j'en sais rien moi, les crossman et les mecs du BMX qui vont pouvoir marquer des points UCI. Je sais pas, il y a un truc qui veut te faire, dont tu as envie de parler un petit peu pour attaquer le podcast? Il y a tout qui me fait réagir et il y a tout qui me... c'est d'une aberration totale. Ça fait toujours plaisir. Ouais. On va construire des équipes, piquer des places à certains coureurs pour essayer d'aller grappiller des points UCI. Est-ce que ça va aider les super teams? Est-ce que les super teams vont s'en préoccuper? Je sais pas. Est-ce que ça va aider les plus petites? Est-ce que ça va aider les plus petits coureurs vraiment? Ouais, si tu fais un classement en fonction des points sur la route, qu'est-ce que tu vas chercher les autres disciplines? Alors oui, j'entends, ça peut offrir des contrats à des pistards, à des cyclocrossmen. Bah voilà. Moyennement convaincu du truc parce que faut bâtir les équipes comme ça, faut essayer de bâtir des programmes en conséquence. Ouais, parce qu'on va le dire pour ceux qui sont pas au courant, voilà, l'UCI envisage d'attribuer des points UCI sur le cyclocross, sur la piste et également sur le BMX, le VTT aussi, hein. Ouais, le foot vélo aussi, peut-être, je sais pas, le hockey vélo, ouais. Non mais après pourquoi pas, il pourrait aussi on va dire ouais, les jeux d'équilibristes. Non mais les équipes masculines et les équipes féminines, pourquoi on pourrait pas un jour avoir une poule unique? Tu vois, ça obligerait les équipes masculines à avoir des équipes féminines. Alors après, ceux qui sont dans le vélo uniquement pour les équipes féminines, tu tues les SD Works, mais ou alors ils seront obligés de venir dans le vélo masculin. Ouais, mais sinon aussi on oblige les équipes et ce serait bienvenu à avoir toutes une équipe féminine, une équipe masculine, une équipe handisport, un peu comme la Cofidis. Mais grave, non mais complètement, ouais. Et puis tu rajoutes aussi des points UCI pour. Non mais ça par contre, je trouve que c'est une grave bonne idée. Mais juste peut-être la solution, parce que j'ai vu aussi les contre-arguments qui disaient que ça pourrait offrir un petit peu de visibilité aux coureurs de cyclo, de BMX, de piste et tout. Est-ce que la solution, ça serait pas de pouvoir permettre aux équipes de pouvoir un peu grossir leurs effectifs? Donc si on part du principe qu'on rajoute toutes les disciplines du vélo pour compter les points UCI, on est sur des effectifs World Tour au max à 29-30 coureurs. Est-ce qu'on pourrait pas monter à 35 ou à 38 et les équipes qui ont de l'argent pourraient l'investir justement sur c'est quoi, on dirait qu'on part sur 30 coureurs sur route et on part je sais pas sur 5 ou 6 coureurs. Est-ce que avec ce type de système, tu crées pas encore un plus grand fossé entre les équipes les plus riches et les équipes les plus pauvres, en sachant que aller chercher un budget dans une économie qui sans cesse ne fait qu'augmenter, c'est compliqué. C'est compliqué quand tu dois te retourner. Faut que tu ailles vers des grosses entreprises, des très grosses entreprises. Quand tu parles par exemple actuellement de la rumeur Decathlon L'Oréal ou carrément des États. Donc, est-ce que tu vas pas creuser encore plus le fossé avec ça? C'est la question. Et puis, sur certaines équipes, tu vois, qu'emploient des cyclocrossman. Je vais citer, par exemple, les équipes managées par les frères Rodolphe. Ils ont la Alpecin de Quenin, mais pas que. Parce que dans le cyclocross, ils ont d'autres équipes. Oui. Non, mais oui, totalement. Et après, je vais faire aussi un peu l'avocat du diable. Est-ce que, en rallongeant tout ça, je sais pas, une équipe comme UAE qui pourrait rajouter 10 ou 20 millions dans l'histoire, est-ce que c'est dommage de les refuser sur l'économie du vélo?
Tu vois, sachant que ça pourrait faire croquer des coureurs, des membres de staff. Est-ce qu'ils vont le faire? Est-ce qu'ils vont le faire? Non, mais est-ce qu'ils vont peuvent le faire. Sérieusement s'intéresser? Est-ce qu'ils vont sérieusement s'intéresser à le faire? C'est vraiment la question. Ils ont recruté très récemment une jeune pépite italienne qui sera présent sur les championnats du monde qui seront organisés d'ici quelques années aux Émirats, mais ils l'ont sans doute recruté pour cet aspect, mais c'est pour l'aspect un peu plus visuel et c'est surtout pour l'aspect, oui, on va gagner avec ce coureur à la maison. Pour le coup, après, est-ce qu'ils vont chercher la chasse au point? Oui, ils le cherchent sur la route pour dominer, mais est-ce que le pluridisciplinaire va leur apporter quelque chose en plus? En tout cas, oui, effectivement, on voit, et puis pareil, on redétaillera, on reparlera également avec Enzo de l'histoire dès 2026, les trois premières équipes pro team pourraient être qualifiées pour les 3 grands tours et non les 2 meilleurs. Donc voilà, on rediscutera bien évidemment, tout ça, ça va bouleverser pas mal. Et puis il y a même eu récemment la décision du Conseil d'État qui retoque la décision de la fédération de créer une équipe continentale fédérale. D'accord. Donc voilà. Donc tout ça, ça bouge. Tout ça, ça bouge pas mal dans tous les sens. Juste niveau prono, Thibaut, je voudrais juste que tu expliques à tout le monde ce que j'ai aux auditeurs du podcast, ce que je t'ai dit à toi et Enzo juste après qu'on ait eu Louis-Pierre Frileux. On avait fait une émission avec Louis-Pierre Frileux, c'était au tout début de cette année 2025. Donc Louis-Pierre d'Eurosport, bien évidemment. Donc on avait cherché à gratter un petit peu, à savoir s'il y aurait des nouveaux consultants sur sur la grille d'Eurosport. Bon, Louis-Pierre, bien évidemment, n'a rien lâché, n'a dit qu'il était pas dans les petits dossiers, qu'il était pas au courant. Dès qu'on a raccroché le podcast avec Louis-Pierre, qu'est-ce que je t'ai dit à toi et à Enzo? Tu vas voir, c'est Romain Bardet. Voilà. J'étais sûr et certain. Globalement, il me semble que mot pour mot, ça doit se rapprocher de ça. Ouais. Et mais je le sentais, je le sentais arriver gros comme une montagne. Et je vous le dis pour vous tous qui êtes à l'écoute du podcast, il y a un truc que je vois arriver gros comme une montagne. Alors je pense qu'il a encore quelques années devant lui, mais je pense que Romain Bardet sera aussi le prochain sélectionneur de l'équipe de France. Pas tout de suite. Possible. Pas tout de suite parce que Vaucler fait du très très bon taf. Mais à un moment donné, quand il passera la main, pour moi, s'il y a un mec qui est complètement taillé pour reprendre l'équipe de France, voilà, qui a toutes les compétences de A à Z, c'est Romain Bardet. Et moi, je suis vraiment pressé. Souvent, un coureur, quand il sort du peloton et qu'il arrive aux commentaires, mais en fait, il voit. C'est incroyable. C'est là où c'est le mieux, quoi, en fait. Donc voilà. Super content. Voilà, il va être sur la moto pour la 2e semaine du Tour de France. C'est ça. Tout dépend dans quelle position il sera aussi sur cette moto, s'il sera un peu plus en avant ou un peu plus à l'arrière du peloton, un peu plus chasser les groupes, hein, parce que nous, visuellement, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir Tadej Pogačar en solitaire et puis c'est tout. Donc est-ce qu'on a besoin de Romain Bardet pour commenter ça? Ouais, après, comme je rebondis sur ce que tu disais à Louis-Pierre en début d'année, où on avait peur d'une ultra domination de Poggi et on expliquait justement qu'on lui posait la question, est-ce qu'au niveau des angles de réalisation, est-ce qu'il n'y avait pas des histoires à aller chercher ailleurs? Tu donnais l'exemple du dernier Tour de Lombardie par exemple, où il y avait quand même une belle lutte pour le podium et toutes les caméras ont été focus sur Poggi, alors qu'en regardant un petit peu ce qui se passe derrière, je crois aujourd'hui par exemple sur le Dauphiné, ça aurait été intéressant. Alors, on fait pas du franco-français dans le coup tordu, mais ça aurait été intéressant de voir un petit peu la bagarre du groupe derrière pour la 5e place avec Paul Sexas. C'est Thomas qui le faisait remarquer sur les réseaux sociaux. C'est le plus intéressant. C'était le plus intéressant parce que les autres places étaient déjà jouées en plus. Voilà, tout était log. Donc c'est ma femme qui arrive, qui met l'étape, tu vois, qui connaît pas trop le vélo. Elle regarde, elle voit Pogačar devant, elle voit Vingegaard derrière. Elle me dit mais ils sont tout seuls. Enfin tu vois, elle comprenait pas l'intérêt de voir 2 mecs pédaler tout seuls à 300 mètres d'intervalle. Donc effectivement, la lutte et la bagarre derrière, je pense que c'est des angles qui vont. Alors je rappelle, Eurosport n'a pas la main sur les réalisations. Là, c'est France Télé qui réalise. Mais il va falloir effectivement, je pense, qu'ils aillent un petit peu travailler de ce côté-là. Si on part sur un été Poggi chaud et clairement Thibaut, on est parti pour. Juste avant d'attaquer
la preview de la dernière étape du Critérium du Dauphiné. Je reviens rapidement. Donc hier, il n'y a pas eu de podcast pour la 6e étape. Je vous en avais parlé à plusieurs reprises dans le podcast. Donc j'avais mis une analyse écrite sur Substack. Donc Substack, c'est un réseau social, nouveau réseau social qui permet de faire un petit peu. On peut même faire du podcast sur Substack. On peut faire ce qu'on peut faire sur Instagram, sur Twitter. On peut envoyer des publications. Moi, ce qui m'intéresse énormément sur Substack, c'est qu'on peut aussi faire de la newsletter. C'est-à-dire que si on met une preview, vous la recevez directement dans votre boîte mail. Donc comme voilà, il n'y avait pas de podcast hier, j'ai cherché une solution pour vous faire une preview, vous donner une analyse de la 6e étape du Critérium du Dauphiné. Donc vous êtes une petite centaine à vous être abonné au Substack du Coup Tordu. Je sais que c'est un réseau social qui est encore assez neuf, mais qui va monter dans les mois qui viennent. Alors si vous êtes habitué à Twitter, à Instagram, à tous ces réseaux sociaux, vous n'allez pas être dépaysé. Donc sur Substack, véritablement sur l'utilisation des réseaux sociaux du Coup Tordu, vous savez un petit peu comment ça fonctionne. Je mets les derniers pronostics sur Twitter quelques minutes avant le début des cours. Je vous préviens sur Instagram, sur Facebook et sur Twitter de l'arrivée des podcasts. Et puis sur TikTok, on l'utilise plus un petit peu pour reprendre des bouts d'émissions qu'on a fait entre nous et les mettre en avant. On les utilise également pour faire du live. Donc sur Substack, donc voilà, donc ça permettra de faire de la preview écrite que vous aurez directement dans votre boîte mail quand il y aura pas de podcast. Ça pourra également être l'occasion de faire des petits bilans et puis aussi de faire une petite newsletter. Vous donner un petit peu les angles, le programme du podcast quand il y a des invités, ce qui va se passer sur les semaines. Donc voilà, je me dis, je pense que ça concerne vraiment les fidèles parmi les fidèles, mais en tout cas, même les autres. Moi, j'accueille tout le monde. Alors, je précise, Substack, il y a des versions payantes. C'est 100% gratuit. Il y a absolument aucun souci là-dessus et je rebondis également rapidement sur un message que m'a laissé Damien sur le Facebook du Coup Tordu où il me dit le Coup Tordu maintenant c'est pire que la Ligue 1 de football, faut avoir 50 réseaux sociaux pour suivre le truc. Le Coup Tordu, c'est tous ensemble, change le slogan. Moi Damien, je pense qu'il faut que toi tu ailles changer. Alors je remercie tous ceux qui sont abonnés, mais toi faut que tu changes de podcast ou de choses comme ça, tu vois. Je pense que tu comprends pas ce qu'on fait. Il y avait pas de podcast hier, on est sur du 100% gratuit, on gagne rien avec le Coup Tordu. J'ai simplement cherché une solution pour vous donner une analyse. Donc moi Damien, je te conseille d'aller t'abonner à un tipster payant qui va te faire perdre ton argent. Tu vas vibrer avec lui, mais je pense que tu es plus dans cet état d'esprit là plutôt que dans l'état d'esprit de ce qu'on fait dans le Coup Tordu, tout simplement. Voilà, Thibaut, écoute, on va basculer sur cette dernière étape du Dauphiné. T'as laissé un article sur Vélo Futé, il y a une preview que t'as laissé sur Vélo Futé, donc à chaque fois on en parle dans le podcast, donc je te laisse la main sur le parcours de cette dernière étape. Le parcours, c'est la dernière étape de ce triptyque de la vallée maurienne, et une étape beaucoup plus simple en apparence, ça se résumerait beaucoup plus si on était dans un scénario de leader à une course de côte. Il n'y a pas des difficultés qui sont suffisamment longues pour mettre Tadej Pogačar en difficulté. C'est des difficultés qui sont dans sa filière. Donc, à ce petit jeu-là, avec autant d'avance au classement général sur Jonas Vingegaard, sur son terrain, on peut se le dire au vu de ce qui nous est offert sur cette dernière étape, c'est une occasion parfaite pour les échapper. Ouais. Sur l'étape d'aujourd'hui, on voit que sur une ascension beaucoup plus courte avant-hier, Poggi a mis une énorme tôle à Vingegaard. Là, on voit que sur une ascension d'1 heure et sur un enchaînement de cols, la différence était moins flagrante. Tu penses que Poggi en a gardé sous le pied ou vraiment, quand on arrive sur du plus long, l'écart de niveau est moins élevé entre les deux? Il n'a pas cherché à creuser plus que ça. Une fois qu'il avait son avance, il a managé, il s'est mis sur des watts qui étaient suffisants pour maintenir Vingegaard à distance, voire même en fait sur la filière de Vingegaard, c'est tout. Il a pas cherché plus que ça, il a juste cherché à se mettre dans une bonne position en n'ayant littéralement personne dans sa roue pour ne pas être contré et surtout pour ne pas que les Bike jouent du nombre. Donc honnêtement, il s'est amusé. C'est limite de l'insolence. Et au-delà de l'insolence, peut-être de l'irrespect et de l'insulte de faire ça.
J'espère que vous avez pris du 1,80, hein. Vous, à l'écoute, après le contre-la-montre, 1,80 Pogačar qui gagne le Tour de France, c'était véritablement une offrande sur laquelle il fallait jeter, pas mettre sa maison non plus, hein, parce qu'un impondérable est toujours arrivé en matière de vélo, mais c'est vrai que c'était flagrant de voir la facilité de Poggi et de voir comment Vingegaard a dû s'arracher pour terminer. Allez, il termine à une dizaine de secondes derrière, mais bon, Poggi s'est vraiment relevé dans le final. Il a pris la lâché, ouais. Il a pas tout donné. On est d'accord, il a pas tout donné dans cette montée. Ah oui, non, mais puis surtout sur le dernier kilomètre, hein, il a vraiment Oui, mais c'est pas que le dernier kilomètre. Oui. S'il a fait moins d'écart aujourd'hui, c'est tout simplement parce qu'il s'est moins donné. S'il se donnait autant qu'hier, honnêtement, Vingegaard, il pointait avec 3 minutes au général. Antoine Veilleur va avoir un souci de sang. Bon, on lui souhaite pas évidemment, mais je vois ses tweets, il est en PLS miskin. Alors, il y a une théorie sur cette dernière étape, Thibaut. En plus, hein, tu parlais pour toi pic échappé, parce que je sais que là, il y en a qui se disent à l'écoute du podcast, qui sont en train de se dire, mais attends, Poggi, chaque fois qu'il peut croquer, il peut croquer. Oui, mais Thibaut, il y a un gros mais. Le mais, pardon. Attends, je vois, j'ai avalé de travers. Ah, ça c'est le genre de c'est le genre de choses qui arrivent. Pardon. Alors, la théorie, mon cher Vincent, c'est que Pogačar est à sa 98e victoire chez les professionnels, classement généraux compris. Donc tu l'auras compris, dès demain, sauf accident, sauf retournement de situation, Tadej Pogačar va remporter le général. 99 victoires. Il serait pas contre quand même gagner sa 100e sur le Tour de France, et il l'a dit lui-même en interview. Donc est-ce que il a véritablement un intérêt à aller gagner cette étape? Je pose la question. Ouais. Oui, non, mais c'est sûr. Alors après, le danger, c'est que ils sont un petit peu ramenés par les autres équipes et qu'ils se retrouvent comme ça. Voilà, on va dire au dernier moment, un petit peu comme une étape du Tour de Catalogne à Barcelone il y a un an, pas cette année, l'année dernière, où il voulait absolument l'offrir à un de ses coéquipiers. Et puis à la fin, il y a eu le sprint et il a fait le sprint. Mais effectivement... Oui, c'était à Soler qui voulait lui offrir. Mais là, du coup, est-ce qu'en fait, avec son avance au général, même si cette situation devait se produire où il serait présent pour la gagne, est-ce qu'il laisserait pas cette hausse à ronger? Voilà. S'il a un équipier dans l'histoire, est-ce qu'il ferait pas le lead-out pour Narvaez, par exemple, qui a une bonne pointe de vitesse? Honnêtement, il y a plusieurs possibilités. Il peut essayer de laisser ça à un coéquipier. Il peut se dire, oui, bon, vas-y, c'est bon. J'ai suffisamment fait le connard et j'ai quand même bien envie de leur mettre la 100e sur le Tour de France. Ou tout simplement la laisser à un pote. Et quand on parle d'un pote, on parle de, par exemple, un coureur comme Remco Evenepoel. Ah ouais, d'accord. Tu penses que... Non, je ne vois absolument pas Remco Evenepoel le remporter. Mais c'est comme l'année dernière sur le Tour de France. Sur le Tour de France, on avait émis cette hypothèse sur l'étape où il fait le sprint à Vingegaard, alors que Vingegaard pensait qu'il allait lui offrir. À l'arrivée, il avait concédé que si Remco avait pu attaquer, il l'aurait pas poursuivi. Donc en gros, il a dit clairement, je lui aurais donné. Donc il choisit et qu'il donnait les billes. Et les billes, par contre, il ne les donne jamais au Visma Lead the Bike. Alors, la question que je me pose, Thibaut, alors le pic échappé paraît assez cohérent, mais du côté des grosses équipes, on va dire un petit peu du côté de la Soudal, du côté des Visma, peut-être les Ineos, j'en sais rien. Est-ce qu'on va pas se dire, vu que Pogačar veut pas forcément gagner, est-ce qu'on va pas tenter un GC Day, avec Poggi dans la roue qui va laisser faire, qui va pas la gagner, et je sais pas, pourquoi pas tenter une carte au sprint comme Jorgensen, ou tu vois, se dire de toute façon il ne veut pas gagner, donc autant tenter un GC Day où il va simplement se contenter de prendre son classement général. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de ça? Est-ce que eux ils se disent pas, si on arrive avec lui on est mort? C'est un risque. Tadej Pogačar l'a prouvé un match d'occasion. Quand il a une free win, il apprend. Donc est-ce qu'on n'a pas peur de ça dans le peloton? Moi je pense que honnêtement, s'il doit arriver,
pour la gagne, il la laissera juste pour avoir sa petite centième sur le Tour de France. C'est nickel, le symbole est fort, en plus médiatiquement c'est retentissant. Donc je pense qu'il aura tout intérêt à la laisser. Mais est-ce que dans le peloton on va se dire ça? Je suis pas sûr. Oui, oui, on du peut. côté des équipes de leaders. Alors, est-ce que pour toi, on l'a vu sur le dernier Giro, est-ce que pour toi, du côté des UAE, on en met un ou deux dans l'échappée? On essaye. Grande question, pourquoi pas? Après, est-ce qu'ils en ont les moyens? Est-ce qu'ils nous ont prouvé qu'ils pouvaient gagner? Avec quel coureur? Narvaez, tu l'amènes sur le plateau final au sprint, s'il est là, il est trèfle. Hein. Pavel a l'air bien. Oui. Pavel, on sait que c'est un mec qui aime bien jouer sa carte de temps en temps, tu vois, c'est aussi un gars qui a besoin de croquer. Pavel, quoi, mais c'est tout. Mais Boelen, c'est après pas quand il fait chaud, ouais. Ouais, mais puis tu sais Solaire, très bien on sait qu'en jamais fait, avec Solaire. Solaire, c'est un fou. Ouais, mais le problème, en fait, c'est que tu sais très bien qu'il va y avoir limite une course dans la course. Parce que le classement général, il y en a certains qui vont essayer de grimper. Bon, l'autre, il va s'exciter le manche dans la dernière difficulté. Il s'en fout. Il va faire ses exos. Et au pire, dans tous les cas, la gagne sera jouée en échappée. Donc lui, il peut faire ce qu'il veut derrière. Et les martyriser. Donc est-ce qu'on va pas garder les éléments derrière? Je sais pas. Ouais. Ouais, ou au pire, ouais, putain, en mettre un devant pour dire, bah écoutez les gars, on n'a pas forcément besoin de rouler, mais tu vois, pour moi, sur ce type de profil, en plus arrivé en altitude, on est à 2000 mètres d'altitude. Moi, je trouve que Narvaez, tu vois, en plus, il faudra un petit sprint parce que bon, on arrive sur du plat après la bosse. Je trouve que Narvaez, ça coche bien les cases. Hein? T'es amoureux de Narvaez, avoue. Non, mais bon. L'autre jour, tu l'as bisé. Ouais. Là, tu vas encore le rebiser. T'as des sentiments forts pour lui. Non, pas forcément. Après, il y a Santi aussi, hein, qui me plaît beaucoup sur l'histoire. Et puis bon, bah bien évidemment, tout le monde pense à Romain Bardet. Qu'est-ce que ça serait beau? Qu'est-ce que ça serait ça serait incroyable. Maintenant, la cote, elle est complètement tabassée. Hein. On est sur du neuf. Je rappelle que jouer avec excès comporte des risques, que les jeux d'argent sont strictement interdits aux mineurs. Je vous mets dans le lien de l'épisode le numéro de téléphone de Joueur Info Service. Voilà, il y en a peut-être un ou deux dont j'ai parlé tout à l'heure à qui ça pourrait aider. Voilà, je sais que tous les autres, ça joue de manière saine et raisonnée dans le podcast. Enfin, j'espère. En tout cas, je compte sur vous, les amis. Donc ouais, tu vois, UAE, c'est ce qu'on a vu sur le Giro. Moi, j'étais quand même très surpris de voir Arrieta sortir sur certaines étapes alors qu'on jouait la gagne au classement général. Arrieta, ils auraient mieux fait de le faire sortir sur l'étape où Simon Yates a fait basculer le Giro. Bon, ça c'est une autre histoire. Mais ouais, tu vois, ouais. Après, c'est vrai que dans les ascensions, c'était Pavel le plus fort. Ouais. Après, honnêtement, il y a que deux mecs qui sont coéquipiers de Tadej Pogačar qui peuvent essayer d'aller la gagner. Un, au vu de la forme, c'est Pavel Sivakov. Et deux, oui, c'est Jonathan Narvaez. Mais Narvaez, il a le sens tactique d'un hamster. Combien de fois je l'ai vu, il était fort, et combien de fois à chaque fois il s'est fait piéger. C'est pareil. En plus, on peut être dans une situation avec une échappée fournie. Donc, on l'a pas précisé. Hein. Vent de dos toute la journée est assez puissant avant l'amorce de la dernière montée où là, plus tu vas monter en altitude, plus le vent va se radoucir. Mais du coup, c'est une situation qui est limite parfaite pour une fuga de la fuga. Et dans cette situation-là, Jonathan Narvaez, il est souvent piégé. Bah écoute, ouais, non, mais effectivement, Pavel, en plus, la dernière ascension, c'est que Pavel, par le passé, il a pu galérer sur les très très gros pourcentages. Le Mont-Cenis, il n'y a pas des pourcentages, c'est 10 bornes à 7%. Enfin, ça colle complètement aux capacités de Pavel. Faut être solo, quoi. Ouais. Faut être solo pour Pavel, parce que une fois qu'il est au sommet, imaginons qu'il est accompagné. Il faut pas aller au sprint. Après, aller au sprint, ça va être beaucoup plus compliqué. Quoi. Après, l'altitude, la fin de semaine, il y a quand même possibilité de faire, même si l'étape est courte, il y a quand même possibilité de faire des écarts à l'arrivée. Oui, non mais ça c'est sûr, mais moi si je dois me diriger vers un profil,
avec ce plateau de fin, euh, cette difficulté, certes, est assez régulière, mais c'est pas non plus les pourcentages les plus prononcés. On a quand même des grimpeurs patentés. Souvent, on peut arriver à 2-3. Donc, je préfère un grimpeur qui a ses qualités et qui en plus a un petit sprint. Ouais. Bah, Santi, hein. Toutes les qualités que n'ont pas n'ont pas malheureusement Pavel Sivakov, que n'a pas. Santi, oui, pourquoi pas, Bono. Maintenant, il y a un élément à prendre en compte, c'est que il risque d'être dans l'échappée avec Sergio Higuita. Les deux risquent de se mener une petite guerre pour le maillot de meilleur grimpeur face à Tadej Pogačar. C'est vrai. Est-ce que ça peut pas pêcher pour la fin? Ouais, totalement. En plus, Mais Higuita, c'est le même dilemme pour Higuita en fait. Higuita, c'est un très bon profil pour demain. Bon grimpeur, belle pointe de vitesse au sprint, mais ils sont tous dans le même point avec Tadej Pogačar. Tadej Pogačar, s'il prend pas l'échappée, si l'échappée distribue les points, bah forcément le maillot il l'aura pas à la fin. Mais Sergio Higuita et Buitrago, ça va être le premier match intéressant de cette étape parce que si les deux sont dans l'échappée, ils vont se mettre de sacrés peignets. Bon Thibaut, et écoute, on va écouter ton prono ou ton pari ou ton avis, qui vois-tu remporter cette 8e et dernière étape du Critérium du Dauphiné? Ce sera pas forcément un pari parce que la cote est pas non. Enfin, il en faudrait peut-être un peu plus, mais avec ce qu'il a montré, c'est un coureur qui a le tempérament offensif pour s'extirper d'une fuga, pour faire la fuga de la fuga. Il a une petite pointe de vitesse quand même qui est relativement appréciable. C'est un bon grimpeur, c'est un local, il connaît les montées par cœur. Et puis on l'a vu, il est dans une très belle forme. Hein. Sa montée de Combloux, honnêtement, fallait la lâcher. Donc, je partirais sur Alex Baudin. Ouais, bah ça faisait partie de ma playlist. Voilà, pour ceux qui sont intéressés, on est sur une cote à 19. C'est en plus, il expliquait dans Bistro Vélo que lui, il était plus taillé sur des ascensions de 5 à 20 minutes. Bon, là, l'ascension est un peu plus longue, mais on n'est pas sur des cols très très longs comme on a vu aujourd'hui, ni sur un enchaînement de cols. Donc effectivement, ça peut coller. Moi, il y en a un, je regrettais de pas l'avoir mis sur ma playlist sur ma playlist aujourd'hui. C'est le petit Colombien de la pique-nique que j'avais vu sur le Tour de Turquie. Qui finit 3e sur le Tour de Turquie, là, le petit Jean-Guillermo Martinez, 20 piges, pas mal. C'est vraiment le style de profil, moi petit grimpeur colombien, fait 20e de l'étape aujourd'hui. Lui c'est pas mal. Alors après, ça manque peut-être un petit peu d'enchaînement de col pour le voir un petit peu parfait. Il y a de l'altitude, mais il y a pas d'enchaînement de col. La cote elle est à 201, mais lui, je vais pas le prendre, mais lui, je vais mettre un petit peu de côté pour les prochaines. Moi, je vais aller sur Pavel. Hein. Quand je vois la cote de Pavel à 201, je suis obligé de mettre une croquette sur la victoire de Pavel et une mini croquette sur la victoire de Pavel et puis sur un top 3 également de Pavel Sivakov. Oui, non, 201, c'est 201 avec les UAE qui donnent des permissions également à leurs équipiers. Voilà, il y aura du Pavel Sivakov en gagnant et en top 3. Et puis, surtout, le gros pic, ça sera Pogačar ne gagne pas l'étape. On a du field de Pogačar qui ne gagne pas l'étape. Alors, je vais te retrouver ça. Critérium du Dauphiné. Poggi. 1,375. Voilà, je pense que c'est value. Voilà, je pense que c'est... prise de tête. Ouais, 1,375, BK05. On va partir... moi, je vais partir là-dessus. Sur le... Voilà, tiens, juste avant de le prendre, il y a du 1,404. 1,404, voilà, ça sera la cote. Voilà, clac. C'est cliqué 1,404 pour la no-win de Tadej avec en option la victoire de
La victoire de Pavel Sivakov à 200 et puis pour couvrir un top 3 de Pavel Sivakov. On bascule sur le Tour de Suisse, Thibaut ? Ouais, mais il y avait quand même quelques noms. Allez, vas-y. Ouais, il y en a quelques-uns à cocher pour d'éventuels top 3, top 10, voire une victoire. Quand on parle de top 3, top 10, je pense surtout à Julien Bernard, qui a très clairement dit que ce serait la seule opportunité pour les échapper, donc qu'aujourd'hui il tenterait pas, mais que demain oui. Alors il a un peu tenté aujourd'hui, hein. Il a été un devant. peu, mais effectivement, il avait donné la tactique avant, ouais, c'est vrai. Et on le voit, il est en forme. Le départ lui convient plutôt bien, la fin aussi. Donc c'est un coureur relativement assez intelligent. C'est une force brute, un roule toujours. Moi, j'aime bien. Après, plus pour un top 10. Podium. Je me dis, toi, tu te dis que les Emiratis seront devant et les Visma, les bike. Parce que le petit Ben Tulette, il semble quand même aller plutôt assez bien. Ou Sepp. Hein, qu'est-ce que ça... Hein? Ou Sepp Kuss. Après, faut prendre l'échappée aussi, tu vois. Il y a ça. C'est que là, l'échappée, elle risque plutôt de partir un peu sur le plat, quoi. Et puis Sepp Kuss, quand tu le vois s'échapper, il part dans des bosses. Ouais. Donc, ouais. Je sais pas si ce départ l'avantage plus qu'un Ben Tulette qui, lui, était un peu plus en forme. Mais par contre, l'autre idée, c'était Andreas Leknesund. Pas mal. Parce que dans un scénario Fuga de la Fuga, il se barre dans l'avant-dernière difficulté pour anticiper le plateau. Honnêtement, ça peut aller au bout. Ça peut aller très loin. C'est vrai. Et il nous a montré qu'il était plutôt en jambes quand même. Ouais. Totalement. Ok, Thibaut. Et bah écoute, ça marche. Et bah écoute, je crois qu'on a fait un petit peu le tour pour cette dernière étape. Il y a pas mal de noms quand même. Oui, non, mais c'est vrai que comme disait Gilou, là, toutes les idées sont bonnes à prendre. Hein, du Eddie Dunbar, du Lutsenko. Enfin voilà, il y a... et quoi? Et quoi, Lutsenko? Il était pas mal aujourd'hui, non? Louis Barré, on n'en a pas parlé. Louis Barré, oui, ok. Mais Editi? Quoi? Bah, je sais pas, il est sur le papier. Il va pas bien là sur le critère. Sur le papier, c'est le genre d'étape c'est un profil qui lui correspond. Après, c'est vrai que cette année, c'est pas ouf. Je suis pas sûr qu'il arrive à s'extirper. C'est un peu plus le jeu de la loterie sur le plat. Ouais, je sais pas. Et puis, il m'a pas non plus semblé être plus transcendant parmi les leaders. S'il est en échappé face à certains mecs, je le vois pas plus fort par exemple, qu'un Alex Baudin. Donc, du mal à y croire. Oui, puis c'est vrai qu'en plus, il faudra aussi un jeu d'équipe pour partir dans l'échappée. Et les Jayco sont complètement décimés. Ils sont plus qu'à 4. Donc, ils sont 5, ouais. Ils ont 2 coureurs en moins, ouais. Ça risque d'être un petit peu compliqué. On passe à la Suisse, Thibaut ? Eh ben, passons à la Suisse où je te laisse la main sur le parcours. Ouais, bon, le parcours, on va, voilà, je vais faire un petit résumé. Hein. Montagne. On a juste éventuellement la 6e étape qui peut correspondre au sprinter. Première étape, on va dire que c'est plutôt une étape réservée aux punchers. Deuxième étape, puncher, grimpeur. Troisième étape, on a une étape pour puncher encore. Quatrième étape. Donc là, on va plutôt aller sur... c'est de la montagne. Quatrième étape, là, on est dans un truc pour descendeur. Voilà, pour grimpeur-descendeur. La 5e, c'est... là, on est sur du puncher. C'est quand même assez puncher. Hein. Donc la 6e, j'en ai parlé. La 7e étape, ça sera aussi encore du grimpeur-puncher. Ouais, non, c'est... Et la dernière étape, c'est un contre-la-montre en côte. Donc oui, on est sur un parcours... on est sur un parcours pour puncher-grimpeur. Véritablement. Et donc on a une première étape, on va dire, avec qui est relativement plate, sauf qu'on a une bosse qui est située à 15 km de l'arrivée, une ascension à peu près, 3 km à 9%, on est sur une ascension de 15-20 minutes, avec de gros pourcentages dans cette ascension, hein. On est sur du 2 chiffres sur une bonne partie de l'ascension, donc on peut imaginer que les mecs qui seront en tête, en haut du talus, vont aller se jouer la gagne, puisque derrière ça sera que de la descente pour aller du côté de Kunchat. Voilà, à peu près
à peu près résumer l'étape, Thibaut. Exactement. Au niveau du classement général, toi, est-ce qu'il y a un nom comme ça? Je croyais que Roglic, il devait être là. Il est pas là finalement. Non, il est pas là. J'ai critiqué son choix. Tu n'imagines même pas. Ouais. Non, il a choisi de full focus sa récupération déjà de sa chute sur le Giro et de faire des stages jusqu'au Tour de France. D'accord. Ce qui me rend extrêmement chafouin en sachant que il n'aura pas dans sa vie restante de cycliste professionnel énormément de shots pour aller gagner le Tour de Suisse, seule épreuve World Tour d'une semaine qui manque à son palmarès, le faisant entrer dans l'histoire comme le premier coureur à remporter toutes les courses par étapes d'une semaine en World Tour. Ça me rend extrêmement chafouin puisqu'il n'aura pas tous les ans Vingegaard, Tadej Pogačar et Remco Evenepoel alignés tous les trois sur le critérium du Dauphiné. Je ne comprends pas son choix en sachant pertinemment qu'il va se faire littéralement exterminer sur ce Tour de France. Ouais, bon, on en reparlera de tout ça évidemment. Un petit mot de la météo. Demain, il y a un gros risque d'orage quand même sur la Suisse. J'ai pas regardé. Non, ça pourrait. Il va faire chaud, mais ça pourrait véritablement péter. Situation orageuse. Ouais. Ça fait pas de mal un petit orage, surtout après ces énormes chaleurs. Ouais. Non, clairement. Et aussi pas mal de vent. Donc profil puncher, Thibaut. Alors ouais, sur le classement général, moi je vais pas me mouiller sur le GC. Hein. Je pense j'ai pas regardé les cotes, hein, mais je pense que le favori à mon avis, c'est Joao Almeida. Oui. En vrai, c'est complètement taillé pour lui, quoi. Ouais, oui. Non mais mais attends, on va regarder on va regarder le. Non, mais je crois qu'il est giga favori, il me semble. Ouais, non, un 44, vas-y, ça dégage. non, un 44, ouais, j'allais dire 2,5, vas-y, c'est sympa, mais tu vois, il y en a un autre qui me plaît aussi sur ce type de parcours, mais malheureusement, il fait rien depuis cette année, de cette saison. Vlasov, franchement, en plus, on sait que les contre-la-montre en côte, il est souvent très très fort. Le dernier chrono est vraiment taillé pour lui. Il a un bon punch, il aime bien les gros pourcentages. Donc, Sir Alexander Vlasov, ça aurait été pas mal, mais bon, voilà, c'est vraiment la forme. C'est vraiment la forme de l'année qui me... Voilà. Après, favori Joao à 1,44, Félix Gall à 7, Ben O'Connor à 12, mon Mathieu Riccitello, qui, je le dis pour les managers de Side Limit, sera mon leader. Il y a une belle ligue d'ailleurs sur Side Limit, 70 balles et une rose 4 étoiles à gagner sur la Ligue 1. Donc ouais, mon leader Ligue 1, ça sera Mathieu Riccitello qui a fini 3e l'année dernière de ce Tour de Suisse, qui est pressenti pour la Lidl Trek l'année prochaine. Après, on a du Vlasov, Lorenz de plus, Oscar Only, Jan Christen, Van Wilder. Bon. Voilà, pour moi sur les PLT, ça sera pas touche de mon côté, même si je vois pas comment, sauf impondérable, c'est du coup humain pour Joao Almeida. Voilà, il ne tient qu'à lui et son équipe de perdre encore le classement général. Totalement. Alors on va aller sur cette première étape, Thibaut. Est-ce que tu as un favori au niveau des cotations? Almeida est encore le favori de cette étape. Il sort à 8. Qu'est-ce qu'il y a? On a Loulou qui est là aussi. Hein. Alain Philippe qui est dans l'histoire avec Marc Hirschi. On va voir un petit peu comment ils vont s'articuler. C'est la première fois qu'ils courent tous les deux dans la même équipe. Deux têtes, je crois qu'ils n'ont pas fait de course. Si, ils ont peut-être fait la Drôme Ardèche ensemble, peut-être, ils en ont peut-être fait une ou deux, mais ça va être sympa de voir un petit peu comment ils s'articulent. Donc Thibaut, quel est ton favori pour cette première? Ils ont pas fait que la Drôme Ardèche ensemble. Ils étaient aussi ensemble autour du Pays Basque, je te rappelle. Oui, c'est vrai. C'était taillé pour les deux et les deux ont été invisibles. C'est vrai. Et Hirschi arrivait un peu, il était un peu cramé. Il a fait une deuxième partie de son premier cycle où il était un peu sur les courses à étapes. Hirschi, c'est pas incroyable, quoi. C'est pas incroyable. Un prono, Thibaut? Honnêtement, je t'en parlais, mais... T'en parlais avant l'ouverture du podcast. De toute façon, on vous le dit, on a le même, et souvent, quand on fait consensus avec Thibaut, très souvent, ça touche la cible. Oula,
Je suis pas sûr. Ah si, quand on est d'accord, souvent c'est pas mal. Enfin, si tu parles de Joao Almeida, il a quand même un équipier qui est à domicile sur ce Tour de Suisse, qui est punchy, dont le final lui correspond. Il peut profiter un peu de ce marquage entre leaders, tu vois, avec on attend de voir ce que donne Joao Almeida. Puis lui, il tire un peu les marrons du feu sur cette première étape. Peut-être même que Almeida le laisse se sprinter en cas de petit comité à l'arrivée, qui serait quand même assez difficile sur une montée comme ça. Ça sera très peu groupé. Ce sera en tout petit comité, mais Jan Kristen, il coche les cases, quoi. Il coche complètement les cases, il sort du Tour de Norvège, alors faut se méfier, des coureurs qui sortent de stage. Lenny Martinez, il l'a dit, il est cramé après son stage. On peut imaginer que Jonathan Milan, qui a pas été aérien sur le Dauphiné, même s'il a gagné une étape, il sort aussi de stage. On a vu par exemple Derek Guy qui était à la rue au début du Tour des Alpes, après ça allait un peu mieux, puis les étapes en Albanie, au début ça allait pas, et à la fin il fait 4e du Giro. Donc souvent, quand les mecs redescendent d'altitude, pas tous les coureurs, mais beaucoup de coureurs, il y a une sorte de rebond négatif dans un premier temps où les gars viennent un petit peu taper la tête et puis après ils surcompensent et ils profitent des effets de l'altitude. Donc on peut estimer qu'il y a des coureurs, voilà, on parlait des Groupama de FDJ quand ils rentrent de stage, on en parlait avant le podcast, Thibaut, Romain Grégoire est 3e favori de l'étape. Souvent les Groupama FDJ quand ils sortent de stage, souvent dans un premier temps c'est pas terrible avant d'avoir un rebond et d'être pas mal. Donc Jan Kristen, lui on l'a vu, il a fait 3e déjà de la classique aujourd'hui, hier en Suisse. Donc pour ceux qui nous écoutent, c'était vendredi, pour ceux qui nous écoutent le dimanche matin. Donc voilà, là il arrive avec le bonus UAE, il est à domicile, le Tour de Norvège c'était pas trop mal, donc effectivement la victoire à 9, moi ça sera pris. De mon côté, et puis voilà, il y aura un petit top 3. Je pense que voilà, on peut estimer un top 3 aux alentours de 2,75, donc voilà, 0,20% de bankroll peut-être sur le top 3, et puis on arrondira avec du 0,05 sur la victoire. Mais moi ça sera voilà mon seul et unique bet pour cette première étape du Tour de Suisse, Jan Kristen, la victoire et le podium. Thibaut, est-ce qu'il y a quelque chose qui te fait de l'œil également? Honnêtement, moyennement, je sais pas, j'ai littéralement pas regardé les cotes, je regarde juste la start list avec le parcours de cette première étape, J'ai pas envie non plus de me faire influencer par le marché, mais non, mais cette équipe est bien. Ouais. Vauclin, ça peut lui correspondre, Blackmore, ça peut lui correspondre, Roger Adria, enfin voilà, il y a beaucoup de punchers, Oscar Only, voilà, je trouve la cote à 41 qui est très très haute, Badgioli, ça peut lui correspondre. Mais voilà, on sait que les UAE, quand ils ont envie de marcher sur quelque chose, ils marchent. Only, il est à 41. Il est à 41 Only, ouais. Ah ouais. Ah non, c'est haut, parce que ça lui correspond complètement. Tu vois, il est à 41, Alaphilippe est à 23, Only, je l'aurais mis devant Alaphilippe tous les jours. Tu vois, on a Almeida, Kristen, Grégoire, tu vois, Only, Grégoire 3e. Est-ce que Only, je le mets pas, allez, peut-être juste derrière Grégoire, quoi, tu vois, Mauro Schmidt. Pour moi, Only est à minima top 10 sur ce type d'étape, quoi. C'est vraiment le type d'ascension taillé pour lui. Mais encore une fois, il y a ces mecs qui préparent le Tour de France, les rebonds, les sorties de stage, les rebonds d'altitude, c'est compliqué de... Voilà, pour ça que je vais sur Kristen, c'est que je sais au moins que voilà, on a un coureur qui est dans un cycle de préparation, enfin qui est pas dans un cycle de préparation, qui est dans une course objectif. Voilà, il est à domicile, il est chez lui, donc c'est pour ça je le trouve intéressant. Ouais, pourquoi pas. Après il y a un coureur, honnêtement, je commence à me poser la question au vu de sa forme de la saison. Il est à combien, Champoupou? Champoupou, il est à 19, il est 5e favori de l'étape. Ah ouais, logique. Ah oui, non, logique. Il va aller croquer du point UCI, ça c'est pour tonton. Ah oui, le voir gagner, je sais pas, mais le voir sur la boîte demain. Oui. Près de 19, 5e favori, il sera bas. Pour tonton Vinokourov. Parfait, Thibaut. Écoute, je crois qu'on a fait un bel épisode. Ouais, je regarde juste un dernier. S'il est présent, il n'est pas présent. Non, mais il n'est pas présent, donc c'est bon. D'accord. Bon. Non, je regardais en plus en essayant de comparer les courses précédentes qu'il y a eu
surtout en Suisse. Donc, mais non, point présent. Donc, ça règle l'affaire. Parfait Thibaut, donc un petit récap des pronos. Donc pour la dernière étape du Dauphiné, Tadej Pogacar ne gagne pas, la cote à 1,404, la BK c'est 0,5, la victoire de Pavel Sivakov à 201 avec probablement, alors voilà, on est vraiment sur de la micro-mise avec probablement, enfin pas probablement, avec du top 3 en plus, et sur le Tour de Suisse, la victoire de Jan Christen avec à 9 et le top 3 de Jan Christen. Voilà pour les pronos du coup tordu. Et toi Thibaut, donc pour le Dauphiné, donc là c'est pas des paris, c'est des pronos de ton côté. Ce sera une victoire d'Alex Baudin. C'est clair, net, simple, efficace. L'animal est en forme, en espérant que Marc Padoun ait prié son Dieu pour lui. Et puis du côté du Tour de Suisse, on se rejoindra sur Jan Christen, qui j'espère sera peut-être un peu plus intelligent dans le final qu'il ne l'a été récemment en Norvège. Bon. Je rappelle à tout le monde, Thibaut, qu'il y a tes previews à retrouver sur le site Vélo Futé. Tu prépares j'imagine que tu vas envoyer du large là pour le Tour de France. Pour le Tour de France, oui, ça va envoyer du large. Les previews seront publiés 2 à 3 jours avant. On complétera les favoris au fur et à mesure, mais toutes les étapes se seront en avance. Et puis avant, on aura le championnat de France. Exactement, on aura le championnat de France, tout le Tour de Suisse, et puis on te retrouve sur ton compte X, ton compte Twitter, Thibaut Chambre, et également Enzo, son compte The Big Gear, voilà, où il fait également les previews des courses. Et merci beaucoup Thibaut, puis au plaisir de te retrouver très très vite dans le coup tordu. Au plaisir de te retrouver. Puis si jamais on se retrouve demain pour le podcast Saderail en compagnie de Johan et du Ratagaz. Ah, on va évoquer le Dauphiné. Et on va évoquer le Dauphiné. Et ce qui est marrant, c'est que c'est enfin l'heure de faire un podcast avec une course avec Tadej Pogacar au départ, sans le mentionner une seule fois. Ah d'accord, ok. Parce que je vais spoil un peu, Samuel il est pas content. La Poggi, il m'a envoyé un message, il est un peu deg de l'avoir écrasé, Je spoil un peu, mais ok. Écoute, on écoutera les débriefs dans Saderail avec les copains de Saderail, avec toi et puis avec Samuel Monratagaz. Voilà, puis faudra qu'on le réinvite dans le coup tordu aussi. Il était venu nous voir une fois, voilà pour. Je leur envoie aussi une petite invitation là pour le Tour de France. Merci Thibaut et merci à tous. Allez, ciao les amis. Allez, ciao. Ciao les potos.